Bonjour à tous, merci d'être venus en cette semaine de vacances pour cette séance des lundis numériques où j'ai le plaisir d'inviter Valérie Schoeffer, qui est historienne du web, des réseaux, elle y reviendra, actuellement chercheuse au CNRS, et qui va essayer de nous parler de la question des archives, mais des archives du web, comment le web produit des archives et comment ce nouveau corpus peut, et quelles sont les contraintes, quelles sont les limites et comment ça peut être un corpus de recherche pour l'histoire et pour des recherches. Donc comme d'habitude, la séance va se dérouler en deux temps. Un premier temps, une intervention d'environ 45 minutes, une petite heure, et ensuite une vingtaine, une trentaine de minutes de questions s'il y a des échanges plus pointus. Merci beaucoup Valérie. C'est moi qui vous remercie. Donc, je suis très heureuse d'être ici pour vous parler effectivement d'archivage du web. Alors j'ai mis un titre qui était assez flou, patrimoine et histoire. C'était un peu à un moment où je ne savais pas trop encore de quoi j'allais vous parler, mais on va effectivement évoquer le patrimoine et la patrimonialisation du numérique. On va s'intéresser également aux défis que cela pose pour à la fois les archivistes mais aussi les chercheurs. Alors, pour commencer, j'aimerais juste vous rappeler que l'archivage du web a maintenant 20 ans. Dès 1996, la fondation Internet Archive, née à l'initiative de Brewster Kahle, en fait, j'ai toujours dit Kahle et on dit Kell. Je vais essayer de tenir ce Brewster Kahle jusqu'à la fin de la conférence. Donc, c'est une initiative de Brewster Kahle qui, à l'époque, a une entreprise privée qui s'appelle Alexa, qui est spécialisée dans tout ce qui est référencement et mesure, on va dire rapidement, schématiquement, d'audience des sites web, et qui, en parallèle, crée cette fondation en 96, Internet Archive, avec pour mission à l'origine, pour ambition, pour rêve, d'archiver le web mondial. Alors, très rapidement, il est revenu sur l'idée d'archiver la totalité du web. En 96, les usages du web ont démarré depuis quelques années. Je vous rappelle que la création du web, c'est fin 89, début 90. En 96, le web a encore une taille à peu près mesurable. Évidemment, les années qui suivent vont voir une explosion des sites web. Et aujourd'hui, presque aucune institution, c'est pas presque aucune, c'est aucune institution chargée de l'archivage du web ne vise autre chose que la représentativité. Évidemment, l'exhaustivité paraît bien difficile. Et on pourra revenir sur ces questions qui sont aussi évidemment des questions qui vont ensuite toucher les chercheurs au moment où ils veulent composer leur corpus. Donc on a avec Internet Archive un pionnier évidemment de l'archivage du web et un sentiment qu'on a là un patrimoine qui peut très rapidement disparaître. On dit que la moyenne de présence d'une page sur le web c'est pas sans modification, mais sans disparition, sans rien, c'est 75-100 jours. Donc on voit rapidement ce besoin d'en garder des traces. Et un certain nombre d'institutions, d'organisations vont ensuite suivre ce mouvement. Alors, je ne vais pas les évoquer les unes après les autres. Il y a eu des pays qui, assez rapidement, se sont tournés vers l'archivage du web, notamment des pays nordiques en Europe. Du côté de la France, vous savez peut-être que c'est en 2006 que le dépôt légal a intégré cette dimension archivage du web. Donc à partir de 2006, en France, la BNF, la Bibliothèque nationale de France, et l'Institut national de l'audiovisuel vont se voir confier cette mission d'archivage du web dans le cadre du dépôt légal, avec évidemment des périmètres distincts. Ils n'ont pas les mêmes périmètres de collecte, à savoir que l'INA va se concentrer sur ce qui relève du domaine de l'audiovisuel et la BNF va archiver tout le reste. Alors tout le reste aujourd'hui pour la BNF, c'est quand même près de 4,5 millions de sites web dits
en rediscuter, un français. Alors, c'est pas que du .fr, mais c'est des sites notamment produits en France ou par des Français éventuellement à l'étranger. Tout ça repose sur la fourniture de listes, notamment par l'Association française de nommage Internet en coopération, l'AFNIC, et d'autres. Donc on a aujourd'hui en France un dépôt légal et un archivage du web. Les Britanniques ont également un archivage du web, les Danois, les Portugais et bien d'autres. On ne va pas faire tout le tour du monde, mais tous les pays n'ont bien évidemment pas encore d'archivage du web. Les Belges sont en train notamment de se lancer, par exemple, mais c'est tout récent. Et d'autres pays, évidemment européens, mais aussi d'autres continents, n'ont pas encore d'archivage du web. Ce qui rend évidemment l'initiative d'Internet Archive particulièrement importante, puisqu'Internet Archive archive dans l'espace mondial. Et notamment, pour moi qui suis chercheuse notamment sur les années 90, et l'histoire du web en France dans les années 90, sans les archives d'Internet Archive, je n'aurais pas eu ces archives du web, qui ont ensuite été récupérées par la BNF et par l'INA, du moins une partie d'entre elles. Mais quand je vous parle d'un démarrage officiel du dépôt légal du web en France en 2006, il y avait eu évidemment en amont des tentatives, des essais, des discussions aussi, à la fois interne entre institutions avec le législateur. Mais malgré tout, les années 96, 2000 et quelques, c'est à Internet Archive aujourd'hui qu'on les doit. Alors, avançons un petit peu dans le sujet et tournons-nous vers justement une historienne britannique, Jane Winters, qui nous dit, ou qui disait très récemment, que jusqu'à présent, on avait l'habitude que la plupart des gens ne connaissent pas les archives du web, n'en aient pas spécialement entendu parler, et elle note que 2016 a vraiment été une année d'explosion, en tout cas de découverte, à la fois par les médias et par le grand public des archives du web. Alors c'est vrai en Grande-Bretagne, c'est vrai aussi à la faveur des 20 ans d'Internet Archive, mais c'est vrai également en France. Et vous voyez ici 3 articles qui ont été publiés autour de l'automne 2016, au moment où justement la BNF et l'INA ont co-organisé un événement célébrant 20 ans d'archives de l'Internet et du web et 10 ans d'archivage en France. On voit ici Libé, Le Monde et l'Expansion, notamment, qui consacrent des articles à ces archives du web. Alors évidemment, ces archives alors que le grand public découvre sans toujours les utiliser, et notamment la consultation des archives du web à la BNF se fait en salle recherche et accueille pour l'instant un public qui est quand même un public relativement spécialisé. Elles témoignent d'un mouvement de mise en patrimoine du numérique. Alors très souvent, on est rentré dans ces questions de patrimoine numérisé, de patrimoine numérique davantage par le patrimoine numérisé. Mais on a ce qu'on appelle ce patrimoine nativement numérique. Les anglo-saxons l'appellent le Born Digital Heritage. Cette notion, elle va être reconnue, ou en tout cas ce patrimoine nativement numérique, il va avoir une reconnaissance officialisée en 2003 lorsque l'UNESCO, dans sa charte sur le patrimoine numérique, va justement distinguer patrimoine né numérique et patrimoine numérisé. Alors bien évidemment, il n'y a pas dans le patrimoine nativement numérique, dans ce Born Digital Heritage, uniquement les archives du web. On peut penser notamment à des archives de listes de discussion, à des archives de forums. Je pense en particulier à ces espaces qui étaient extrêmement importants dans la seconde moitié des années 90, qui étaient les newsgroups, qui ont été un espace de discussion notamment de la communauté Usenet et de beaucoup d'informaticiens qui pratiquaient les usages en réseau. Et aujourd'hui, c'est notamment Google qui maintient ces newsgroups qui permettent aussi pour l'historien de retrouver une multitude évidemment de discussions, d'informations qui lui sont extrêmement précieuses. Alors on pourrait évoquer ensuite d'autres problématiques qui dans le monde notamment professionnel peuvent être de l'archivage de mails et d'autres enjeux. On va se concentrer nous
sur les archives du web, mais le patrimoine nativement numérique est en effet plus large que ces seules archives du web. Alors, si Nicolas Delalande et Julien Vincent pouvaient noter dès 2011 que la conservation des sites Internet est un enjeu bien identifié depuis plusieurs années. Ils évoquaient notamment l'importance des printemps arabes. Ils notaient que les historiens de demain ne se priveraient certainement pas de l'accès aux archives du web. Alors on commence tout doucement. Mais on va voir malgré tout que ce patrimoine à la fois pléthorique et lacunaire met évidemment les chercheurs au défi, et ce de plusieurs façons. Alors ce patrimoine, évidemment, il invite aussi à penser cette explosion patrimoniale que Pierre Nora notait dès 1996, donc au moment de la naissance de la Fondation Internet Archive. Évidemment, il ne faisait pas référence en particulier à la Fondation Internet Archive, mais en notant le patrimoine a explosé dans tous les sens. En 30 ans, il a quitté le bas de Laine et le monument historique, l'église et le château, pour se réfugier au lavoir du village et dans un refrain populaire. Lorsqu'il notait que le patrimoine a quitté son âge historique pour rentrer dans son âge mémoriel, le nôtre, lorsqu'il notait également que de matériel et visible, il était devenu invisible et symbolique, il sentait déjà beaucoup de choses que nous disent ce patrimoine nativement numérique. Alors, je rappelle qu'en 2003, lorsque le patrimoine numérique est reconnu par l'UNESCO dans sa charte, au même moment est également reconnu le patrimoine culturel immatériel. On est là vraiment dans un contexte qui voit les notions de patrimoine évoluer, ou en tout cas la reconnaissance de ces évolutions notées. Et en effet, cet archivage du web, il pose la question de quel patrimoine nativement numérique conservé, et les politiques sont très très variables, et les regards que l'on jette sur ce patrimoine à conserver selon notamment les pays. Alors, je prends souvent deux exemples assez opposés, et j'espère que nos voisins et amis suisses ne seront pas vexés que ce soit à chaque fois sur eux que ça tombe quand je prends l'exemple d'une politique assez sélective d'archivage du web. Mais en effet, leur politique a été de restreindre l'archivage du web à, disent-ils, des sites qui présentent alors un intérêt qui concerne un événement tel que les élections, mais qui concerne aussi des événements culturels, plutôt politiques, institutionnels. Il y a en tout cas une sélection étroite, opérée par les bibliothèques cantonales notamment, de sélection de sites web. Là où notamment la France ou encore le Portugal vont avoir une politique beaucoup plus large. J'évoquais le cas de la BNF qui fait une collecte annuelle de 4,5 millions de sites. Dans ces 4,5 millions de sites, vous pouvez aussi avoir des sites créés par des internautes lambda comme vous et moi, et des sites qui ne paraissent pas avoir une grande vocation institutionnelle, politique ou culturelle. Après, qu'est-ce que la culture justement numérique et comment saisir ces cultures numériques? Est-ce que c'est un site gouvernemental ou des pages personnelles telles celles de GeoCities, qui étudie l'historien Yann Milligan, qui nous disent le plus sur les cultures numériques? Ça reste évidemment une question ouverte. Alors, ce qui est intéressant également dans le cas des Portugais et de archivo.pt que vous découvrez derrière moi, c'est qu'eux ont pris la même politique que celle d'Internet Archive, qui est de mettre les archives du web en ligne, directement accessibles. Or, très peu de pays ont adopté cette politique pour des raisons de droit d'auteur et de... Alors, ces questions, elles sont loin d'être réglées, et si Internet Archive s'engage à retirer les sites comme les Portugais en cas de problème, de protestation, de demande, vous savez aussi qu'il y a des enjeux évidemment autour, alors à la fois du droit à l'oubli, du droit à la mémoire, et c'est des politiques qui décident effectivement de retirer a posteriori un certain nombre de sites sur demande, sans éviter parfois les procès. Évidemment, Internet Archive a eu parfois quelques difficultés, mais c'est vraiment une politique qui est assez exceptionnelle, et notamment au sein de l'Europe ou dans la plupart des pays.
On a des consultations qui sont réservées soit exclusivement à des chercheurs, soit sur accréditation en bibliothèque, ce qui évidemment centralise les archives du web dans un certain nombre de lieux bien identifiés. Et je rappellerai juste que la politique française a été aussi de tenir compte, aussi bien côté BNF qu'INA, évidemment de la répartition de l'audience ou des usagers possibles de ces archives sur le territoire français, qu'un certain nombre de bibliothèques régionales ont été équipées également d'accès à ces archives du web, alors que d'autres pays vont centraliser sur un seul lieu et en général une capitale, la consultation de ces archives. Alors après, il y a évidemment d'autres politiques qui sont à l'opposé de celle, pourrait-on dire, de la Suisse. C'est celle qui ratisse à peu près tout ce qui n'intéresserait pas justement l'archivage officiel suisse. Je pense ici à l'Archive Team, qui est une équipe de plus en plus institutionnalisés. Les définir comme des militants serait trop réducteur, mais ils sont liés aussi à Internet Archive, mais une équipe qui s'est spécialisée dans la conservation de ce que Olia Lianina avait qualifié de web vernaculaire, ce web en tout cas des internautes, qui est ce web des pages personnelles qui se sont épanouies, notamment dans les années 90, le web des blogs, le web en gros de GeoCities et de MobileMe et toutes ces plateformes qui concernent les internautes. Et l'Archive Team agit lorsque, en général, des intérêts, notamment commerciaux et entrepreneuriaux, menacent ces archives, à savoir par exemple la fermeture de GeoCities par Yahoo il y a quelques années, qui les a poussés à conserver d'urgence ces matériaux. Et c'est ainsi que Jane's Place et les espaces de bien d'autres internautes sont ainsi conservés pour la postérité et pour les historiens. Alors, on pourra revenir évidemment sur tous ces enjeux de patrimoine, de patrimonialisation numérique, mais passons maintenant un peu à ce goût de l'archive du web qui nous vient quand on découvre ces documents. Alors, si évidemment, vous aurez reconnu le titre légèrement détourné de l'ouvrage d'Arlette Farge sur le goût de l'archive, où elle notait que dans les bibliothèques, le personnel ne se perd pas en mer. Il parle de l'archive en nombre de kilomètres de travées, forme de gigantisme, façon de l'apprivoiser, la métaphore du système métrique, nous dit-elle, et elle finit par liton une autoroute, fut-elle de papier. Alors, je suis d'une génération qui vient de ces archives, de ces kilomètres et de ces travées, qui a appris avant tout le métier ou la recherche en histoire à travers, bien évidemment, le papier, qui se retrouve confronté à d'autres défis, où cette fois-ci, c'est plus en kilomètres de travées, mais c'est en bits, en gigabits, qu'on doit compter, en millions de fichiers. Je ne vous donne qu'un exemple dans le cadre des attentats de 2015 contre Charlie Hebdo et le Bataclan. Les archives de Twitter de l'INA, c'est à peu près 9 millions de tweets en janvier et en novembre 11 millions qui ont été conservés. Donc ça a de quoi donner un peu le vertige quand on a commencé par dépouiller à la main et à un rythme très lent des cartons d'archives, par exemple à Fontainebleau à l'époque. Alors, lit-on une autoroute fut-elle de l'information? C'est un peu la question qu'on avait posée avec Benjamin Thierry dans un article qui s'appelait L'ogre et la toile, où on disait, on reprenait cette formule de bloc, de mémoire, c'est dès que l'historien flaire la chair humaine, il s'éclaye son gibier. Et effectivement, dans ces archives du web aussi, on retrouve profondément l'homme et une volonté pour l'historien d'aller découvrir ces archives, mais avec des défis et notamment liés à l'épaisseur des fonds. On va y revenir, en tout cas à la taille de ces fonds. Autre référence, autre petit clin d'œil, cette fois-ci à Patrick Boucheron, qui notait dans le Léonard et Machiavel, souveraine, la petite chose trône sur un lutrin feutré, entouré de 1000 égards, frôler ce papier si souple,
tant de fois déchiffré, retranscrit, étudié, reproduit, numérisé. Il est là, présence tétue et insistante, tandis que son image numérique infiniment démultipliées court le monde. Eh bien, l'historien du web, lui, n'a que des images démultipliées qui courent le monde. Je reviendrai sur le fait que c'est pas que du virtuel, les archives du web, c'est en coulisses déjà une forte matérialité, des serveurs, de la curation humaine, des tas de choses. C'est au sein des archives des enjeux aussi, qui sont des enjeux qui sont loin d'être virtuel ou immatériel, mais malgré tout, on a un problème avec ces archives du web, c'est qu'il faut accepter de travailler avec une multitude de copies, de versions, parfois légèrement différentes, mais d'un même site, sans jamais savoir exactement s'il est authentique ou pas, à tel point que certains, on appelle au retour à d'anciennes disciplines. Je pense notamment à la philologie. Niels Brugger, un historien danois, nous disait, on se fait un peu philologue lorsque l'on aborde ces archives du web. Marianne Chabin et d'autres évoquaient la diplomatique. En tout cas, on va y revenir à la question de l'authenticité. Elle est vraiment posée au sein des archives du web. Alors, elle est posée notamment, on va le voir à travers quelques exemples, et ça c'est vraiment pour les historiens un problème essentiel par ces bizarreries temporelles qui traversent l'archive, par des petites choses qui brusquement attirent notre attention et nous font justement un peu tiquer. Alors il y a eu toute la période en amont que je voulais aussi très rapidement évoquer, qui est celle de l'auto-archivage, c'est-à-dire que certains, j'évoquais donc le danois Niels Brugger, se sont lancés d'abord dans leur propre archivage. Il lui notait notamment, alors qu'il avait voulu saisir, archivé par lui-même à une page des Jeux Olympiques de Sydney de 2000, qu'en gros, le temps que le site soit capté, qu'il le capture, les résultats déjà apparaissaient du match qui se jouait, de la finale de badminton. Alors les robots sont beaucoup plus performants, bien évidemment, dans les institutions. Aujourd'hui, il y a un chargé d'archiver le web, mais ça peut arriver qu'en cours de collecte, évidemment, la page se modifie. Alors, ce qui pose aussi une autre question, que je vais tout de suite, pas évacuer, mais que je vais tout de suite traiter du coup, qui est, est-ce que depuis qu'on a l'archivage du web, on n'a plus besoin d'auto-archivage ? Alors non, non, pas du tout. D'une part, beaucoup de chercheurs continuent à procéder à leur propre archivage parce que, à un moment, un sujet particulier les intéresse. Et rappelons que le fait qu'il y ait un archivage du web ne garantit pas que ce qui vous intéresse va être archivé. Quand j'ai évoqué la collecte annuelle de la BNF, eh bien, une fois par an, 4,5 millions de sites vont être archivés. Et ce n'est pas forcément au moment qui vous intéresse. Et ce n'est pas forcément toute la profondeur du site. Donc si c'est à quelques clics de profondeur que vous avez trouvé une information qui vous intéresse, je ne vais pas dire qu'il y a peu de chances que vous la retrouviez, mais il y a en tout cas beaucoup de risques de ne pas effectivement la retrouver. Alors, il y a des collectes qui sont plus fréquentes et même quotidiennes, à la BNF notamment sur les sites de presse. L'INA, dont le périmètre est plus étroit et qui a en plus une matière extrêmement changeante avec l'audiovisuel, va également énormément et quotidiennement archiver les sites de médias, tf1.fr, et toutes les autres chaînes. Mais vous n'avez pas de garantie, effectivement, d'avoir exactement la page que vous vouliez dans les archives du web. Je serais tentée de dire idem pour les tweets. Alors, hormis le fait que l'archivage de Twitter est récent, notamment à l'INA, il a commencé de mémoire il y a... de mémoire, je ne l'ai plus. Donc, enfin, c'est il y a quelques années, mais c'est assez récent. Lorsqu'ils ont archivé, par exemple, les événements de Charlie Hebdo, ils ont fait énormément suivi énormément de hashtags, mais ils n'avaient pas pris au départ le « Je ne suis pas Charlie ». Or, le « Je ne suis pas Charlie » était justement le sujet qui intéressait notre collègue Romain Badoir, qui travaille à l'université de Cergy-Pontoise et qui a fait un article et une recherche sur ce « Je ne suis pas Charlie ». Et l'INA a pu compléter ensuite sa collection en recollectant les tweets du « Je ne suis pas Charlie » après avoir retrouvé ce qu'on appelle des ID, qui sont des identifiants qui permettent de retrouver les tweets. Sinon, c'était perdu, il fallait
racheté à Twitter toute la série des Je ne suis pas Charlie. Mais parfois, la collecte va décider par les archivistes. Et dans le cas des attentats quasiment en temps réel, ou avec très très peu de recul, sur Twitter, il faut aller vite quand on veut archiver, fait que le mot dièse qui vous intéresse est celui, n'est pas forcément celui qui a été archivé. Alors après, reste aussi le choix des chercheurs de faire leur propre auto-archivage pour des raisons qu'on peut aussi évoquer tout de suite, de manipulation. C'est-à-dire que lorsque vous allez manipuler à la BNF ou à l'INA, on y reviendra, vous ne pouvez pas sortir les archives des enceintes de la BNF ou de l'INA. Mais ça veut dire aussi que tout ce qui est métadonnées, documents, etc., va devoir être traité sur place avec des outils mis à disposition par les archivistes et les bibliothèques, qui font un énorme travail aujourd'hui de fourniture justement à la fois de données, mais aussi qui peuvent, avec les équipes de recherche, travailler pour fournir des métadonnées, des statistiques, des outils. Mais effectivement, vous ne pouvez pas repartir avec vos données sous le bras et ensuite leur donner le traitement ou les outils que vous souhaitez de votre domicile. On y reviendra. Donc cette question de l'auto-archivage, en tout cas, elle nous montrait la réalisation au départ de corpus par les chercheurs eux-mêmes. Je viens d'expliquer les raisons pour lesquelles ils pouvaient procéder à cet auto-archivage. Dans le cas de Niels Brugger en 2000, c'est tout simplement parce que à ce moment-là, je ne sais pas si le dépôt légal du web, en tout cas l'archivage du web au Danemark devait déjà être lancé, mais enfin c'est un réflexe là de passionnés d'histoire et notamment d'histoire du numérique. Évidemment, on en voit les limites aussi, c'est-à-dire que lorsqu'un chercheur constitue son propre corpus, son auto-archivage, il est très dur à partager. Il est très dur aussi à citer. Bien évidemment, ce que l'archivage du web aujourd'hui nous fournit, c'est également une conservation, une mise à l'abri de ces archives, mais aussi la possibilité de s'y référer, de les citer, d'avoir des institutions qui garantissent aussi ces archives, et notamment à la BNF par un système de permalien qui permet de les citer sans craindre que ça bouge ou qui permet de retrouver le document. Alors, continuons un peu toutefois sur nos intersections temporelles. Alors, le problème, c'est que pendant longtemps, il reviendra à l'archivage du web et les façons de consulter les archives du web bougent très vite aussi, mais pendant longtemps, c'est-à-dire jusqu'à il y a 1 ou 2 ans, il fallait connaître les URL pour consulter ces archives du web, notamment dans la Wayback Machine. Il fallait déjà savoir ce qu'on cherchait. Or, quand on travaille sur les années 90, autant vous dire qu'un certain nombre d'URL, on les a pas forcément fréquentés ou on ne les connaît plus vraiment. On les retrouve par la presse, notamment professionnelle, par des guides de l'Internet et du web de l'époque, par des annuaires. Il suffit de commencer par rentrer par le site de la FNIC ou par le site de Yahoo pour trouver une multitude ensuite de liens et d'autres sites. Mais quand on cherche quelque chose de précis, on a parfois des difficultés. Et notamment, cette page, elle est intéressante, c'est exactement la même avec 2 URL différentes. Et ces 2 URL, c'est, alors je ne vois pas très bien de si loin, mais il y a diplomatie.gouv et France Diplomatie. Voilà, il y a eu un changement de nom, en fait, au cours de la période. Et du coup, il y a un énorme risque, vous l'imaginez bien, pour l'historien, c'est que s'il se base uniquement sur la première capture, donc à l'époque c'était France Diplomatie, avant qu'on passe à justement ce .gouv, on peut créer dire des bêtises, quoi. En gros, dire que le site s'est arrêté, que brusquement, on n'a plus aucune information, ou au contraire, commencer par l'autre et par trouver les anciennes archives. Enfin, on a cette difficulté de changement d'URL, de changement de nom, et puis pas de renvoi automatique évidemment, d'une collecte à l'autre. Donc ça, c'est une première difficulté. Mais il y en a évidemment bien d'autres. Alors ça, c'est l'Armada de la Liberté, un site qui a été réalisé à partir de 1994 par Stéphane Bortsmeyer, qui travaillait à l'époque au CNAM et qui avait voulu mettre en ligne des photos d'une exposition de bateaux.
à Rouen. Et à l'époque, alors là, vous n'avez pas les photos des bateaux, mais c'était déjà une performance d'arriver à charger toutes ces images et à les mettre en valeur. Or, la première captation, vous le voyez au-dessus de moi, elle est de août 2000. Or, le site est apparu en 1994. C'est-à-dire que les archives du web ne nous disent pas, évidemment, ne commencent pas avec un site. Et pour les historiens, il y a beaucoup de difficultés. Vous savez qu'on travaille beaucoup par la critique interne et externe des documents, notamment la critique externe, elle ne nous est pas du tout fournie évidemment par l'archive. Alors vous me direz, il y a plein d'archives qui vous fournissent évidemment pas directement toutes les informations, mais en gros on va avoir énormément de problèmes là d'authentification, de datation des sites. La seule chose dont on est sûr, et encore, on va le voir, c'est à quel moment le site a été archivé. Mais absolument pas si cet aspect était certes a priori à peu près celui d'août 2000. Il s'est avéré que Stéphane Bortmeyer avait gardé des captures de son site et on a pu les confronter. Le site n'avait pas bougé. Donc là, c'est un coup de chance, mais c'est pas toujours évidemment le cas. Et on peut avoir évidemment des versions anciennes de sites qui sont complètement disparus. Alors pourquoi Internet Archive n'archive ce site qu'en 2000 ? Il faut bien imaginer que, surtout pour les années 90-2000, début des années 2000 sur lesquelles je travaille, Internet Archive tape un peu, repère ce qui paraît intéressant, mais peut louper un certain nombre de sites. Et on a donc des archives à la fois pléthoriques, mais aussi très lacunaires des années 90. Alors, autre exemple, je vous disais, on sait à quel moment ça a été archivé, c'est déjà ça. Sauf que là, on a une capture du 3 mai 97, mais en rouge, vous voyez ici, il y a marqué édition du 21 juillet 97. Voilà, alors là, vous ne comprenez pas pourquoi il y a une date d'édition qui est postérieure à la date d'archivage. Je vous dis qu'il y a un problème quelque part. Allez exactement savoir à quel moment le truc a raté. Je ne peux pas exactement vous le dire, mais vous voyez que vous commencez un peu à vous dire quand même il y a des petites choses dans ces archives qui ne sont pas toujours totalement fiables. Autre exemple également avec le site de l'AFTEL, 25 janvier 97, le site de l'Association française de la télématique, eh bien vous avez un renvoi vers une réforme de mai 97. Donc là aussi, il y a un problème. Si vous n'avez pas vu ou pas eu sous le nez des éléments comme ça qui vous font un peu tiquer. Évidemment, les historiens qui travaillent sur le temps sont particulièrement sensibles et commencent un peu par se pencher sur ces dates. Vous allez aussi découvrir que vous vous baladez dans un site en ayant toujours l'impression d'être plus ou moins dans le même site, de lien en lien, puisque l'archive du web, évidemment, recrée ou garde les liens, mais vous pouvez faire des sauts dans le temps. Et la Wayback Machine va vous l'indiquer, c'est-à-dire que vous allez brusquement, par un clic, vous retrouver à quelques mois d'écart. Et si vous n'êtes pas attentif à ces sauts temporels, vous avez toujours l'impression d'une unité de navigation qui est en fait factice. C'est-à-dire que les hyperliens ont été archivés et que donc l'archive va reconstruire en fait des liens et une navigation qui peut se faire entre des pages captées à des dates différentes. Évidemment, vous pouvez aussi déboucher sur des cul-de-sac. Ça, c'est très fréquent aussi. Je l'ai dit, la collecte d'un site web, elle va à quelques clics de profondeur, mais elle ne va pas forcément aspirer l'intégralité d'un site. Donc vous avez parfois le bonheur de découvrir que vous pouvez aller à 3, 4 clics de profondeur. Et puis, parfois, ça s'arrête très vite et votre itinéraire débouche sur une page non archivée. Vous allez aussi trouver dans ces archives des lacunes. Alors des petites lacunes qu'on arrive à reconstruire parfois. Ici, c'est un site, 42.org, qui était dédié à la science-fiction, qui avait été créé par deux passionnés dès 1994. Pareil, la Wayback Machine ne les archivait qu'à partir de 2000, alors que dans les milieu des années 90, ils ont autant de succès que le site Relais et Château, notamment, qui avait déjà une belle audience, et tout simplement parce qu'il n'y avait pas beaucoup de sites web, et qu'il y avait une attraction pour ce qui existait sur la toile, et eux ont fait leur propre archivage, pareil, c'est grâce à ces gens qui ont gardé des traces. Donc là, on voit derrière moi tous les petits fichiers, ils avaient capté toutes les versions de leur site qu'on a retrouvées. Bon, là, c'était deux images qui manquaient.
Mais parfois, c'est beaucoup plus qui manque dans une archive du web, à l'instar de cette archive de TF1 par la Wayback Machine, qui date de 99 et où vous n'avez plus que des trous à la place des images. Alors, c'est pas toujours le cas. On a des archives des années 90, 96, 2000 hyper bien conservées, et puis d'autres. Alors, on a parfois du mal à expliquer ce qui s'est passé. Parfois, c'est le robot qui a été un peu impatient et puis qui a laissé tomber les images. C'était pas non plus toujours la priorité à ce moment-là, et notamment de l'entreprise Alexa qui faisait du référencement et de conserver les images. Donc, est-ce que ce sont des choix institutionnels? Est-ce que ce sont des raisons techniques? Il y a évidemment parfois des problèmes de perte liés à des formats ou mais parfois c'est aussi la politique d'archivage qui a fait négliger un certain nombre d'éléments. Et parfois, c'est des choix tout à fait volontaires, notamment parmi les maltraités de l'archivage du web, on y reviendra, mais il y a tout ce qui est pop-up, publicité, etc., qui font partie, là encore, de notre patrimoine du numérique, mais qui souvent ne sont pas parmi les éléments collectés. Alors, je vous donne un autre exemple encore, et après j'aurai fini mon petit tour des exemples, mais qui nous avait beaucoup intéressés à l'époque. On avait découvert un bandeau en deuil sur les archives de la BNF, du CNRS, et la date d'archivage était au 1er août de 2015, et on ne comprenait pas trop en fait pourquoi il y avait ce logo en deuil. On se demandait si c'était lié aux événements de Charlie Hebdo, et pourquoi c'était resté si longtemps. Ça pouvait être que ça. En août 2015, on a comparé avec la Wayback Machine, et là, le logo du CNRS était tout à fait le logo classique au 3 août 2015, page archivée, donc à 2 jours d'écart, mais un logo classique. Et on retrouve le logo, alors les couleurs sont peut-être pas très nettes, mais le logo noir en deuil, il réapparaît à partir du 14 novembre, en fait au lendemain du Bataclan, sur le site du CNRS. Et c'est là que les archivistes de la BNF nous ont expliqué qu'il y avait des pratiques de dédoublonnage. On ne collecte pas la page en son intégralité, on va en collecter des éléments. Et parfois, des éléments qui en général ne changent pas ne sont pas recollectés à chaque fois. Ça peut être notamment des logos, des bandeaux, des choses comme ça. Donc là, c'est tout simplement un logo anachronique qui s'est glissé dans une page d'août qui avait été collectée a posteriori. Et on peut là encore trouver des anachronismes dont on peut citer également des pages de calendrier, des pages météo. Vous allez vous retrouver avec une carte météo qui vous annonce du vent et puis du givre en plein mois de juillet. C'est parce que chaque élément n'est pas systématiquement recollecté. Ce qui m'amène à citer Louise Merzeau, qui a été parmi les pionnières en France à s'intéresser à ces questions. Il y a quelques noms que vous devez connaître parmi les gens qui ont été extrêmement importants sur ces questions. Il y a Louise Merzeau, il y a Bruno Bachimon et d'autres qui ont vraiment initié ces réflexions. Louise Merzeau, notamment par la création avec l'INA des ateliers du dépôt légal du web, qui a fait dialoguer beaucoup archivistes et chercheurs, et elle notait, n'étant plus assigné à un support durable, le document se segmente en éléments plus ou moins autonomes, images, boutons, bandeaux, textes que l'on doit traiter isolément. C'est la quantité de ces objets à rapatrier plus que le nombre d'octets qui entraîne un formidable changement d'échelle de l'archive. Donc après, elle explique en gros que tout ça va aussi amener à re-questionner l'archive comme une somme de documents, à s'intéresser également à l'étiquetage chronologique de ces éléments, à interroger aussi le flux et cette mise évidemment en dialogue. En tout cas, vous voyez bien que ces archives sont des reconstructions, et des reconstructions qui varient en plus à travers le temps. C'est-à-dire que, là encore, je me réfère à Louise Merzeau, elle a très bien montré en 2014 à quel point l'archivage du web était passé par plusieurs logiques, qui a été la logique de l'exemplaire, puis de plus en plus, on va vers une logique de flux, une logique aussi qui pense, alors par exemple à l'INA, le transmédia, mais aussi des logiques de fluidité temporelle, fluidité de circulation. On n'a plus la même façon d'archiver.
Et c'est aussi ce que notait Niels Brugger, qui notait qu'on a à la fois souvent une opacité des procédés. Un chercheur lambda qui vient consulter ces archives du web peut noter des anomalies, mais ne sait pas forcément comment les choses se passent dans les coulisses. On a rarement, nous dit-il, et c'est exact, une copie de 1 sur 1 d'un site web, et on a plutôt, jamais réellement un original, mais des versions. Des versions qui sont du coup extrêmement dures à authentifier, à classer, savoir quelle est la bonne ou pas. Je vous prends un exemple très, très simple, là encore, sur les versions. Lors des attentats, à nouveau, de 2015, que j'évoque beaucoup, mais c'est parce que j'ai, sur 2016, travaillé avec une équipe de recherche et avec la BNF et l'INA sur un projet qui s'appelait ASAP, Archives Sauvegarde Attentats Paris, qui s'est penché justement sur ces archives des attentats. Donc c'est un sujet que je connais davantage que d'autres collectes de tweets. Donc, la BNF et l'INA ont archivé respectivement Twitter, mais avec des procédés différents. La BNF est passée par le robot qu'elle utilise toujours, qui est un robot qui avait de collecte qui est utilisé par un certain nombre d'acteurs. Il s'appelle Eritrix et il est utilisé par beaucoup de membres de ce que l'on appelle l'IPC, l'International Internet Preservation Consortium. Et ils sont passés par Eritrix et ils ont fait des captures de Twitter qui vont prendre la forme de sortes de screenshots, de captures d'écran et de flux. Or, l'INA a choisi une méthode totalement différente qui est de passer par l'interface de programmation publique, l'API de Twitter, et de collecter les tweets non pas comme un système de flux, mais vraiment comme un ensemble de données et de métadonnées. Et lorsque l'on compare les deux manières dont sont exposés ces tweets, ce que je ne vais pas vous montrer pour des raisons de respect, notamment de droits d'auteur, et en plus pour des questions extrêmement sensibles ici, qui sont que les tweetos qui ont tweeté en 2015 n'ont pas forcément envie de voir leurs documents réapparaître, mais aussi pour des questions de respect, tout simplement des archives et du droit d'auteur. Mais en fait, on a deux modèles extrêmement différents de captation. Or, c'est bien la même base au départ, des tweets et la volonté de les archiver. Et lorsque vous découvrez ensuite le résultat et ce que sont les archives de ces tweets, vous avez deux formats totalement différents de conservation et inscrits par ailleurs dans des interfaces très différentes. Et voilà, donc ça c'est aussi évidemment un enjeu à prendre en compte. Niels Brugger notant donc qu'on a une hétérogénéité fondamentale dans ces archives du web avec lesquelles il faut composer. Alors ça ne veut pas dire pour autant qu'on va s'arrêter là et dire, puisqu'on n'est pas sûr intégralement de l'authenticité, on jette tout et on ne peut rien en faire, bien évidemment pas, simplement on apprend à travailler aussi avec ces éléments un peu indécis. Après tout, certains rappelleraient aussi que des archives qui ont été escamotées, transformées, et il y en a d'autres dans l'histoire, et que ce n'est pas une première, mais évidemment on est obligé de prendre ça en compte et d'être prudent sur un certain nombre de conclusions. Et puis ces archives, elles ont subi ensuite de nombreuses médiations et remédiations. Alors, la première chose évidemment qui nous frappe, c'est que lorsque l'on arrive sur Internet Archive, par exemple, on va se voir proposer une navigation qui est ici une navigation intemporelle. On peut donc choisir les petits ronds bleus indiquant le jour de l'archivage, donc se balader dans le temps. Alors, évidemment, je vous invite, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, ce soir ou dans les jours qui viennent, à taper l'adresse de la Wayback Machine et aller vous promener dans cette Wayback Machine. Alors, il n'y a jamais de garantie de succès. Je me souviens d'une démonstration que j'ai voulu faire aux étudiants à qui je présentais les archives du web avec un enthousiasme. Et je leur dis, on va aller sur la Wayback Machine, je vais vous montrer. Et je n'ai fait que des flops, je suis tombée que sur des pages qui débouchaient au bout d'un clic sur des impasses, des trucs qui étaient... Enfin, c'était une catastrophe. Donc, il y a des fois, on a un peu moins de chance, mais essayez de retrouver les URL qui vous tiennent à cœur. Et aujourd'hui, vous avez de la recherche plein texte dans les pages d'accueil des archives du web. Donc, vous pouvez même y rentrer. C'est depuis quelques mois disponible via Internet Archive par des mots-clés. Voilà, découvrez ces archives du web avec un peu d'indulgence. Parfois, effectivement, c'est pas tout de suite probant, mais quand on tombe dedans, on ne s'arrête plus.
Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on a donc une mise évidemment en présentation de l'archive du web, que ce soit par Internet Archive, que ce soit par les bibliothèques, avec d'ailleurs des choses, des messages qui ont pu changer. Ainsi est-on passé avec la Wayback Machine d'un Take Me Back à un Browse History. Et là aussi, c'est l'organisation vous passe un message sur ce que vous allez faire en rentrant dans ces archives du web. Remonter le temps, nous invite, la BNF nous invite à remonter le temps et à travailler une nouvelle interface qui se veut ici évidemment extrêmement attractive et dans laquelle on retrouve des thèmes évidemment qui nous intéressent et auxquels la BNF a consacré un certain nombre de parcours guidés dans ces archives du web, que ce soit la mise en expression de soi ou d'autres thématiques. Et puis Old Web Today, alors ça j'aime bien le présenter parce que c'est aussi intéressant, ça vous permet de réinscrire l'archive du web dans des interfaces d'époque. Vous allez pouvoir revenir sur Mosaic ou des versions anciennes de Netscape ou autres, et ça ne va pas toujours afficher les boutons, l'interaction et de la même façon. C'est intéressant aussi parce qu'on se rend compte que l'archive du web, elle vous est présentée inscrite d'une part dans des interfaces contemporaines, vous avez des bandeaux contemporains qui se mélangent avec l'archive ancienne, et par ailleurs il y a des tas de choses qui ont disparu de toute cette interface et de ce que voyait l'internaute à l'époque sur son écran. Et puis aujourd'hui, donc, avec cette évolution extrêmement rapide des services que proposent aussi ces archives du web et les organisations évidemment qui les sous-tendent aux chercheurs, on voit apparaître de plus en plus de fonctionnalités qui accompagnent ces archives du web ou de fournitures de données, notamment de métadonnées. Ici, notamment, la Wayback Machine, dans sa version, c'est une version bêta actuellement, elle a décidé de fournir des sommaires du nombre de types mimes qu'on peut trouver. Est-ce que vous allez avoir beaucoup de texte, est-ce que vous allez avoir beaucoup d'images? Ça permet par exemple de s'amuser à repérer comment un site web des années 90 à aujourd'hui a évolué en termes de répartition entre la vidéo, l'image, etc. Ça peut donner des indications sur c'est quoi une page web dans les années 96, dans les années 2016. Est-ce qu'on est passé à un web qui serait davantage vidéo, audio, etc. Donc on va trouver des éléments, des résumés ici intéressants. Évidemment, toutes ces archives ont des données. Elle travaille avec toutes ces données, le nombre d'URL collectés, le nombre de fichiers audio, vidéo, etc. Simplement, il y a quelques années, elle ne les mettait pas à disposition des équipes de recherche, et c'est leur coulisse, et ce n'est pas du tout une critique, mais de plus en plus aujourd'hui, il y a une réflexion de ces organisations sur la manière dont, à côté de l'archive, on peut fournir aussi des métadonnées et des éléments qui permettent déjà aux chercheurs une première appréhension de ces archives. Voilà également un message que nous passe l'INA, qui nous invite à découvrir la nouvelle interface du dépôt légal du web. Alors, je leur avais demandé, c'est des raisons... quelles sont les raisons d'annoncer ainsi une nouvelle interface et de la proposer. Il y avait toute une réflexion qui était aussi bien, ce n'était pas purement des aspects esthétiques, qui ne sont pas du tout condamnables, mais il y avait aussi la volonté de remettre à plat et repenser l'interface avec l'intégration notamment de la recherche dans Twitter et toute une réflexion pour voir comment l'usager peut au mieux, évidemment, s'emparer de ces archives du web. Mais proposer une interface de consultation alors soit attractif, soit facile, c'est aussi évidemment une réflexion de ces institutions. Alors j'aime beaucoup montrer cet exemple, je trouvais que c'était une bonne idée aussi de l'INA. Je ne distribue pas les bons points, mais c'est souvent quelque chose qu'on n'a pas comme en tête, c'est qu'ils ont un histogramme qui vous présente notamment la manière dont ici le mot Minitel apparaît dans des archives, dans leurs archives à eux, dans leurs archives du web, et il propose une petite case affichée.
voilà, qui vous dit afficher l'histogramme relativement au nombre total de documents archivés pour chaque période. Et si vous faites ça, eh ben, vous n'avez plus du tout la même vision de l'archive. Ce qui vous montre aussi qu'il faut évidemment se méfier de des représentations, des statistiques qui sont fournies ou des outils. Quand je dis il faut se méfier, c'est pas au sens là encore négatif, mais en effet, on parle beaucoup plus de Minitel en 96. Simplement, il y a beaucoup plus de sites en 2011-2012. Donc, une fois qu'on remet tout ça à plat, on n'a plus les mêmes résultats. Bon, il y a quand même un pic en 2012, c'est l'extinction du Minitel. Donc, ça a fait aussi un pic. C'est le moment fin juin où s'arrête également le réseau Transpac et avec lui le Minitel. Mais vous voyez que quand même, il était beaucoup plus discuté. En part relative, en 2012, le Minitel a été certes beaucoup représenté, mais pas beaucoup dans le web archivé, dans la masse de documents archivés par l'INA. Et voilà toujours un exemple de l'INA, cette fois-ci sur les tweets, qui nous montre aussi comment aujourd'hui on peut, grâce au travail fait par les ingénieurs de l'INA sur l'interface permettant de consulter ici les tweets des attentats, voir apparaître un certain nombre de données statistiques. Alors c'est par pays, c'est par nom, par ville, sauf que sur Twitter, très peu de tweetos vont renseigner ces données, donc on a parfois seulement quelques infimes pourcents, mais ils sont indiqués des usagers, ou des utilisateurs plutôt, qui ont indiqué ces informations, mais ça permet d'avoir quelques idées. Et surtout, ils ont travaillé à permettre aux chercheurs de croiser un certain nombre d'éléments. On peut ainsi étudier les tweets sans les retweets des autres utilisateurs. On peut trier par date, on peut trier par langue, on peut croiser ainsi un certain nombre de données. Voilà, ça va nous permettre de réaliser sur place, et je vous disais qu'il y a vraiment cet enjeu de dire il faut traiter les données sur place. Donc à quel moment s'arrête la mission de l'institution? Doit-elle développer les outils qui rendent aussi praticables ces archives ou pas? C'est en tout cas aujourd'hui le parti compris, beaucoup d'institutions qui archivent le web, réalisation de nuages de mots, possibilité de créer des timelines et de comparer l'évolution des hashtags dans le temps. Alors ça, on a un collègue, Jérôme Truc, qui a eu un très beau projet aussi de recherche sur les attentats, qui est sociologue, un spécialiste des attentats et auteur d'un livre qui s'appelle Sidération, qui s'est intéressé, lui, justement à cette chronologie des hashtags, à la manière dont on nomme les événements, et ça commence tout banalement par un fusillade qui va ensuite être qualifié davantage d'attentat, ou avant que n'apparaissent des pré-Fort Paris ou d'autres messages qui accompagnent évidemment les événements. Et ensuite, il a pu, en croisant ça avec ce que l'on appelle à l'INA les top mentions, c'est-à-dire les gens qui sont le plus retweetés, ou essayer d'identifier d'où venaient aussi ces hashtags. Et c'est ainsi qu'il nous a montré que le pré-Fort Paris venait, il avait croisé un laser et puis les personnes qui apparaissaient le plus dans les mentions de ce pré-Fort Paris, puis identifier que ça nous venait d'outre-Atlantique, et notamment, pas exclusivement, mais Justin Bieber, qui s'était emparé de ce hashtag pré-Fort Paris, avait été extrêmement retweeté ensuite, son audience étant importante, et il faisait partie des top mentions des utilisateurs du hashtag pré-Fort Paris. Donc on peut voir un peu comme ça comment se développe un message. Antoine 5 minutes. Alors, on va accélérer. Enfin, je vais essayer de ne pas accélérer le débit, mais en tout cas d'aller vers la suite. Alors, il faudrait que je me rende compte un petit peu. Oui, on va quand même un petit peu accélérer, du coup. Voilà, encore des timelines, mais certains éléments sont très, très faciles à commenter ou à voir. C'est pour vous donner une idée. Là, une recherche sur Je suis Ahmed, ce policier qui avait été tué au moment des attentats de Charlie Hebdo, qui permet aussi de voir à quel moment va être plus ou moins mentionné ici le hashtag je suis Ahmed, son évolution, ce qui permet de saisir ce que Dominique Boulier a qualifié de vibration sur Twitter, de voir un peu comment se diffuse à la fois un mot dièse, à la fois son rythme de reprise. On est toujours là sur un travail sur les temporalités. Alors Philippe Rigiel, je vais passer assez vite, sinon je pourrais prendre 5 minutes pour commenter cette citation et ça serait dommage de ne pas voir la suite, mais attirer aussi notre attention
En fait, sa dernière phrase, qui surtout m'a intéressée, il évoquait les transformations en cours et à venir, qui sont aussi des transformations sociales, économiques, donc indéterminées en leur forme et partiellement négociables par les acteurs. Il parlait ici du rapport de l'historien au numérique. Et effectivement, on a le sentiment aujourd'hui d'être pile dans cette période où tout est négociable, c'est-à-dire où on a à la fois des institutions qui, aujourd'hui, archivent le web, développent des outils, mais qui sont aussi attentives aux besoins des chercheurs et des possibilités de dialogue dont on sait que ça va peut-être pas durer, qu'il peut y avoir un moment, un raz-de-marée de chercheurs et que, bien évidemment, les institutions ne pourront pas répondre aux demandes individuelles. Et le responsable du dépôt légal à l'INA, Thomas Drujon, disait qu'il y a pratiquement autant de demandes que de recherches et de chercheurs. Et c'est peut-être pas la vocation de ces institutions de faire du sur-mesure pour chaque chercheur, mais on est aujourd'hui dans ce moment précieux où on est dans une négociation d'usage, de pratique qui permet aussi de découvrir les coulisses et de tester ces outils. Ce qui nous a permis de plonger au cœur des archives du web. Hélène Bourdelot avait très bien résumé que le numérique aujourd'hui est à la fois un outil au service de la recherche, mais aussi un objet de recherche à part entière, instrument, méthode, terrain. Voilà, on a tout ça à la fois avec les archives du web. Et à Tim Hitchcock qui disait... C'est vraiment un objet intéressant, les archives du web, parce que c'est à la fois on a à la fois le web vivant et mort, le code, le texte, l'image, etc. Et même si on arrive à faire tenir tout ça ensemble, what is it we are asking? Donc ça, c'était son petit clin d'œil, je ne sais pas si c'est de l'humour britannique ou de provoquer un petit peu ici en disant c'est génial, ça va être un objet de recherche, mais vous voulez lui demander quoi? Eh bien, on a plein de questions à poser à ces archives du web. Alors, on peut revenir vers Michel Foucault et sur l'archéologie des sciences qui disait que ce qui est intéressant, c'était l'analyse des conditions historiques qui rendent compte de ce qu'on dit ou de ce qu'on rejette, de ce qu'on transforme dans la masse des choses dites, qui disait en gros étudions les processus d'archivage. C'est un peu ce que j'ai fait au départ. Aujourd'hui, on a des regards, par exemple par les Science and Technology Studies, par les STS, qui s'intéressent à la gouvernance des archives du web, à la manière dont se créent ces infrastructures, à la fois d'archivage et ces traces. C'est notamment les travaux de notre collègue Francesca Muziani dans l'équipe qui porte sur ces objets. Donc on est allé notamment à la rencontre des archivistes pour leur demander, vous avez archivé Twitter en 2015, c'est une collecte d'urgence, quelles sont vos motivations? Comment avez-vous procédé? Donc là, c'est la fameuse histoire du robot Eritrix, les difficultés parfois, parce qu'aujourd'hui, pourquoi on archive Twitter, c'est parce qu'on n'arrive pas forcément très bien à archiver Facebook, par exemple. Donc les choix aussi patrimoniaux, ils tiennent à des verrous, ils tiennent à des tas de choses, à des verrous techniques, et puis à des décisions humaines. Et si on a eu aussi cet archivage en 2015, des attentats, c'est parce qu'il y a dans les institutions des gens qui décident à un moment de lancer des collectes d'urgence face à un événement historique et qui le saisissent en temps réel. Patrimonialisation qu'on peut étudier sous l'angle donc de la gouvernance, d'une patrimonialisation multipartie prenante avec des acteurs évidemment aussi qui peuvent être les géants du web, Google que j'ai évoqué avec ses newsgroups, mais aussi les plus grandes archives de Twitter, c'est Twitter et la librairie du Congrès qui les ont, mais enfin c'est Twitter d'abord et qui revend aussi évidemment ces données. Alors je n'ai pas développé trop longtemps la gouvernance de l'Internet, mais du coup il y a vraiment un enjeu autour de est-ce que l'archivage du web ne reproduit pas un microcosme de cette gouvernance de l'Internet où s'affronterait, ou en tout cas il faudrait compter à la fois avec une gouvernance par le marché, celle de Twitter, de Facebook, c'est le dépôt légal du web, donc des initiatives nationales, mais aussi des enjeux transnationaux. Et évidemment, qui dit gouvernance dit aussi que les archives du web sont des archives qui portent en elles des enjeux profondément politiques et qui dépassent l'archivage d'une campagne politique comme le fait la BNF aujourd'hui pour nos élections évidemment présidentielles et législatives. C'est aussi garder des traces, et des traces dont Brewster-Kahle disait on va peut-être créer un miroir au Canada avec l'élection de Trump, histoire de mettre à l'abri nos archives du web. Il avait déjà commencé depuis un moment à y songer. Mais en tout cas, il y a toute une
une communication aujourd'hui d'Internet Archive qui tourne autour de cette question de préservons des sites qui pourraient être effacés pour des raisons politiques. Et évidemment, ça arrive, j'avance un tout petit peu, puisque sans effacer, on peut bloquer. Ça a été le cas en Chine, ça a été le cas également en Russie, de blocage de la Wayback Machine. Les internautes ne pouvaient plus accéder, bon, à chaque fois il y a un prétexte mis en avant, mais ne pouvaient plus accéder à ces archives du web. Et puis les archives du web, elles deviennent aussi politiques quand on décide, par exemple, d'archiver un mouvement comme Black Lives Matter, qui a été une volonté vraiment de garder des traces de ce mouvement. Archive It notamment, qui crée des collections en faisant appel à plusieurs partenaires. Chacun peut remonter ses références. On voit ici la Washington University, la Wisconsin Historical Society, etc. ont remonté ces informations, a dédié une collection, un corpus à ce fameux Black Lives Matter, et on voit ainsi un certain nombre d'événements faire l'objet de collectes ou de création de corpus spécifiques. Et puis il y a aussi tout ce qu'on n'archive pas. Finn Brunton, dans un article à paraître dans la revue Internet Histories, lui consacre un article à tout ce qu'on ne veut pas archiver, et pourquoi on n'archive pas les spams, et pourquoi, comment archiver le dark web, et pourquoi on ne s'intéresse pas à un certain nombre justement d'éléments qui sont aussi et qui font tellement nos cultures numériques. Bon, je rappelle que Finn Brunton a écrit cet ouvrage vraiment important qui s'appelle Spam, justement, une shadow history, une histoire du spam. Et évidemment, c'est des objets qui l'intéressent tout particulièrement. Enfin, et ça sera ma conclusion du coup, donc je garde encore, Antoine, 2 minutes si vous me le permettez pour conclure. Vous aurez compris qu'on travaille entre science et artisanat, et si Richard Rogers a pu dire qu'on parlait de crise dans certains domaines des humanités numériques en pointant du doigt les archives du web, en effet, aujourd'hui, c'est pas évident. Ce que Jen Winters nous explique en disant ce blind spot, il y a plein de raisons, et tout simplement, c'est difficile d'étudier les archives du web. C'est pas facile. Il faut accepter un certain degré d'ignorance. Alors ça, on peut le faire plutôt bien, c'est pas un souci, mais on est aussi parfois on se sent un peu inconfortable face aux archives du web, effectivement, et notamment pour un historien qui a été formé de façon un peu classique, elle nous pose quelques questions. Et puis on hésite sur les méthodes. Alors j'avais défendu notamment avec Francesca Mediani une approche small data en disant small is beautiful, faisons du petit avec les archives du web, commençons par là où d'autres mettent en avant les masses de données. Bon, alors c'était il y a quelques années, et je dois avouer que j'avais pas le choix à l'époque, puisqu'on n'avait pas de recherche plein texte, on n'avait pas de statistiques, on n'avait pas, on pouvait faire que du petit. On travaillait à de curation humaine un peu années 90, en allant d'une page à l'autre au rythme un peu d'un internaute des années 90. Donc on n'avait que cette possibilité de faire de toute façon du traitement très qualitatif. Je vais passer ça, mais aujourd'hui on a ça qui s'ouvre à nous. Ça, c'est sur le moteur britannique, c'est via le moteur de recherche Shine des Britanniques. On a accès à des tonnes de métadonnées. Et puis la BNF, par exemple, a créé une plateforme pour les recherches qu'on menait sur le web des années 90 qui nous donnait accès à des fichiers de métadonnées, à des statistiques, et brusquement on a découvert les collections, on a découvert des métadonnées, des choses qu'on n'avait pas il y a 3 ou 4 ans, et on se dit tiens, là on pourrait faire de la cartographie d'hyperliens, et puis on pourrait faire des tas de choses. Donc on bouge un peu, on se dit le small is beautiful, on va peut-être un peu aller voir aussi si le big est aussi bien. Alors ça marche pas très bien sur les années 90, je le dis tout de suite, parce qu'en fait la BNF a récupéré que 3 mois par an d'archives d'Internet Archive qui sont elles-mêmes lacunaires. Alors vous pouvez faire toutes les plus belles cartographies du monde via GEFI, des hyperliens, et vous n'avez qu'une toute petite partie du web archivé. En fait le résultat va vous parler d'un petit bout de web archivé, mais pas du web tel qu'il était vivant dans les années 90. Donc en gros vous savez pas trop quoi raconter, mais évidemment, sur des collectes plus récentes, ça peut être intéressant. Et ça peut donner ce type de travaux, ce Danat Ben David qui a reconstruit le point YU, le domaine yougoslave, disparu aujourd'hui, et dont vous voyez que ça ne ressemble pas à première vue à un travail d'historien, et pourtant, c'est un travail d'histoire à la fois culturelle, d'histoire du numérique, et un travail d'histoire politique aussi. Vous avez aussi le travail qu'elle a mené sur les couleurs
d'un domaine national. Ici, le point YU qui est extrêmement inventif et on retrouve là un peu des recherches de Richard Rogers, de Lev Manovich et d'autres, hein, des visual studies, des cultural studies. C'est quoi les couleurs d'un pays tel que la Yougoslavie sur quelques décennies ou quelques années d'ailleurs, je ne vais pas dire de bêtises, mais d'existence et un pays qui va être en guerre. Et, donc on voit ici des perspectives extrêmement intéressantes. Yann Milligan est également, avec ses recherches sur GeoCities, le spécialiste du maniement de tous ces fichiers, de réalisation de cartographie. Là encore, je ne vais pas développer ses travaux, surtout qu'il le ferait beaucoup mieux que moi, mais je vous renvoie, si ça vous intéresse, aux travaux également de Yann Milligan et aux explications également de ses méthodes, des boîtes à outils, de l'Historian Toolkit qu'il a développé. Voilà. Et puis, pour conclure, alors juste 2 mots pour dire qu'on est bien aujourd'hui dans ce que Peter Gallison avait qualifié de trading zone. C'est un besoin d'échange permanent entre chercheurs et archivistes qui est extrêmement important pour développer aussi nos méthodologies et asseoir nos recherches. On a besoin de comprendre les archives pour pouvoir aussi mieux les appréhender et les manipuler. Et puis, je finirai avec la question de close et distant reading. Donc, nous, on avait défendu le small, qui était de la close reading, ce que certains auraient qualifié de lecture qualitative, là où d'autres vont jongler avec des millions de données, et on n'a plus le choix quand on est sur les archives des attentats. Enfin, on peut toujours faire du qualitatif, mais on cherche aussi à manier du quantitatif quand on a des millions de tweets, évidemment, avec lesquels on peut travailler. Donc l'idée de distant reading, elle a été développée par Franco Moretti qui disait avant on lisait les textes, maintenant apprenons à jouer avec eux, en gros. Et auquel Niels Brugger répondait, c'est pas parce qu'on a des big data qu'on doit faire du big. Et la question n'est pas si on va vouloir devenir, évidemment, go digital, but rather oh. La question, elle est entièrement posée de comment on va aller vers ces archives du web. La réponse aujourd'hui qu'on peut fournir, c'est plutôt qu'une close ou une distant reading, une medium reading, qui soit une lecture à la fois du médium, des interfaces, du numérique, de ses caractéristiques, et une lecture qui jongle entre les 2 angles paraît extrêmement intéressante. Voilà, et je m'arrête là-dessus, et Antoine, je suis désolée d'avoir un petit peu, de m'être un peu étendue sur ces questions. Merci beaucoup Valérie pour cette présentation très riche et qui ouvre pas mal de perspectives de réflexion méthodologique d'une chercheuse en histoire, mais avec un nouveau matériau, un nouveau corpus. Et je vais prendre quelques questions, s'il y en a. Bonsoir, j'avais une question par rapport au délai de communication. En fait, il n'y en a pas du tout pour ces archives. On est habitué dans les études d'histoire de l'art à avoir pour les archives publiques ou privées ce genre de délai. Et là, pourquoi il y en a en fait? Pourquoi il n'y en a pas en fait? Pardon. Alors, j'ai donné plusieurs exemples et en particulier les archives des attentats sont aujourd'hui des archives qui n'ont pas été mises en libre accès, donc qui sont confiées à des équipes de recherche qui peuvent en faire la demande ou à des chercheurs. On voit de plus en plus aujourd'hui d'étudiants, là c'est très récent, mais qui ont envie de les prendre pour objet pour faire des thèses, etc. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a des enjeux éthiques, déontologiques, etc., extrêmement importants. Et par ailleurs, la consultation se fait en bibliothèque de recherche. Donc il faut avoir aussi des motivations de recherche, ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, de la Wayback Machine, où tout est directement mis en ligne. Idem pour les Portugais, avec un léger délai, parce qu'il leur faut le temps, là encore, de mettre en ligne. Alors donc c'est fini, en effet, on a ces archives librement accessibles. Partant du principe, je suppose aussi qu'elles ont été librement diffusées aussi, et dans un espace public. Mais malgré tout, on a à la fois ce droit d'auteur qui s'applique sur ces archives, et à la fois, effectivement, on n'a plus ces délais de consultation. Après... Oui. Non, on a effectivement un effacement complet des temps d'accès, de dérogation.
Je vais me permettre juste de prendre votre question pour rebondir sur cette question qui a été posée sur les délais de communication. Est-ce que finalement, paradoxalement, les archives du web renforcent pas un petit peu la fracture numérique, dans le sens qu'on voit que là, ça donne accès, il faut aller à l'INA, ou aux archives du web, à la BNF, au Red Jardin, descendre les grands escaliers pour avoir accès au contenu. Mais finalement, un historien un petit peu, on va dire, aguerri avec les méthodes de collecte, va pouvoir avoir ces données-là. Et finalement, et ça reviendra sur une question peut-être à la suite, sur les questions quelles sont les compétences demandées aux historiens pour manipuler ces données-là. Est-ce que finalement, il n'y a pas une fracture numérique qui se crée au sein même des historiens par rapport aux compétences acquises ou requises pour exploiter ces données? Alors, bon, il y a déjà la question de... aujourd'hui, par exemple, quand en tant qu'historien, on travaille sur les archives de Twitter, on est sur du très, très contemporain. Je suis plus totalement... Moi, je suis dans un travail de recherche sur ce qu'on va livrer à l'historien de demain comme archive, davantage que dans un travail historique. Tout simplement parce que je n'ai pas du tout le recul. Alors, c'est une discussion qui serait très, très complexe sur à partir de quel moment démarre l'histoire ou à partir de quel moment l'historien peut se lancer sur une période. Mais c'est vrai que je suis plus dans mon travail d'historienne dans les années 90 et plus dans l'étude de l'objet, archive de Twitter actuellement, pour voir ce qui va être légué à l'historien. On revient toujours à cette question de oui, certains pourront faire leur propre corpus et sont capables de faire leurs propres archives. Mais alors, ça amène un guide des bonnes pratiques de citation justement de corpus. Lorsque l'on a dit que l'INA avait complété son fonds Je ne suis pas Charlie grâce à des ID qui avaient été laissés par des collègues sur les tweets, c'est-à-dire ils ne laissent pas les tweets mais les références, ça permet d'explorer leur corpus, voire effectivement d'aller consulter ces documents. Voilà, la question c'est celle des bonnes pratiques. C'est que si je fais moi de l'auto-archivage sauvage, je ne peux pas partager mon corpus avec d'autres, d'autant que j'ai normalement aussi des droits de reproduction et qui rentrent en compte. Si je vais à la BNF ou à l'INA, j'ai des archives authentifiées que je peux citer, quelqu'un peut aller effectivement revoir, même s'il doit aller en Red Jardin. Mais comme auparavant, le directeur de mémoire ou autre n'allait pas forcément vérifier le fond du carton d'archives où était cité, mais on savait où retrouver le document, il était authentifié. C'était pas quelqu'un qui est allé faire sa capture d'écran dans son coin. Par contre, il y a un vrai enjeu par ailleurs, qui est celui de la fracture numérique et de la maîtrise ou pas des outils. On a des collègues qui ont une dextérité en informatique énorme et puis une vraie appétence, parce que c'est aussi une question, c'est qu'est-ce qui aujourd'hui fait partie de la formation nécessaire, des compétences nécessaires pour être historien, et puis qu'est-ce qui aussi fait partie du... Et là, effectivement, on va se retrouver avec des gens comme Ian Milligan qui sont hyper doués, qui peuvent même développer leurs petits outils propres et parfaitement, et puis des chercheurs qui ont besoin qu'on leur fournisse des outils clés en main, voire d'être accompagnés. C'est un peu le principe des humanités numériques aujourd'hui, c'est de dire travaillons dans l'interdisciplinarité aussi, et faire de l'histoire aujourd'hui, ça peut être aussi travailler avec un informaticien, ça peut... que l'historien doivent se faire informaticien, c'est un vrai débat. Moi, je suis plus sur la position, l'historien doit comprendre, s'intéresser, chercher à ouvrir les boîtes noires, chercher à acquérir un certain nombre de compétences. C'est pas forcément à lui de développer ensuite tous les outils. Il y a un peu un danger à vouloir faire à la fois son archivage, son outil, son analyse, et c'est aussi peut-être un peu tendancieux. Merci, c'est très intéressant cette conclusion sur ce sujet que vous avez fait, parce que c'est vrai qu'il y a ce côté interdisciplinaire. Mais ma question était, par rapport à des institutions publiques, est-ce que maintenant elles ont conscience de cette question de l'archivage, et donc est-ce qu'elles le font elles-mêmes? Par exemple, je pense au site de l'Institut géographique national. Est-ce qu'ils ont fait leurs archives de leur modification perpétuelle du site, par exemple?
Alors, je serais bien en peine de vous répondre. Je sais que c'est une réflexion qui avait été menée dans un certain nombre, effectivement, d'institutions. Je me souviens d'avoir vu passer notamment des choses du côté des universités qui se demandaient est-ce qu'il fallait garder des traces de leur site web. Et c'est un travail qu'a mené un historien également italien qui a reconstitué toute l'histoire de l'université, du site de l'université de Bologne, dans un pays où il n'y a pas eu d'archivage du web, en cherchant par d'autres sites, par la presse, parce qu'effectivement, ça disparaît. Alors, je serais bien en peine de vous répondre parce que je me suis intéressée davantage à l'archivage institutionnel, qu'aujourd'hui, il y a une vraie politique d'archivage du numérique dans un certain nombre d'institutions, et notamment de grandes entreprises qui ont des enjeux là, à la fois juridiques, légaux, etc. C'est une évidence. Dans le cadre de l'IGN ou des politiques des différentes universités, je crains que ça soit du cas par cas et que ça soit souvent aussi du bricolage, que ça tienne à la bonne volonté d'une personne. Par contre, il y a aujourd'hui de plus en plus une volonté, je pense notamment... j'ai oublié, il y avait eu un très, très beau MOOC sur l'archivage managérial où il y avait notamment des interventions de Marianne Chabin et d'autres, et une association dont le nom m'échappe, mais qui travaillait à ces questions dans le monde professionnel. Je pense qu'il y a une vraie sensibilisation aujourd'hui d'un certain nombre d'institutions et d'entreprises à ces questions. Et elles ont tout intérêt effectivement à le faire. Oui, je pense que ça pose aussi un autre problème qui est celui de la conservation des données, parce que, et encore les livres peuvent se détériorer et disparaître, ils le font très régulièrement, et la presse ancienne est extrêmement fragile. C'est encore pire dans le cadre des fichiers numériques, c'est-à-dire que non, parce qu'il y a des changements de format qui font que, la BNF a numérisé toutes les VHS des années 90, parce qu'on ne peut plus lire des VHS. Et elle l'a fait déjà il y a quelques années. En ce qui concerne les fichiers numériques du web, ça pose un problème un peu vertigineux de conservation, que la BNF envisage, mais elle n'a pas forcément toutes les solutions dessus. Et un chercheur isolé les a encore moins. Ça, c'est une chose. Il y a d'autres limitations, à mon avis, qui viennent dans la collecte et qui viennent de la collecte, par exemple, de tout ce qui est payant, parce que le robot n'a pas de carte bleue, et de tous les sites qui demandent qu'on fasse des requêtes. On ne peut pas interroger une base de données, même si on a collecté la page d'accueil, où elle se trouve. Donc ça rejoint un peu le problème de l'IGN, je pense, parce que il me semble me souvenir que la BNF, alors pas forcément pour le site de l'IGN, mais pour la cartographie. C'est-à-dire que c'est complété par des dépôts de fichiers numériques qui peuvent être interrogés. C'est-à-dire que la collecte du nez numérique, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est pas du tout uniquement la collecte du web. Bien sûr, ouais, Voilà. ouais. Mais ce que vous dites est très, très important. C'est effectivement, tout n'est pas collecté parce que c'est un passage ponctuel, parce qu'il n'y a pas la profondeur, mais aussi parce qu'on ne peut pas, effectivement, parce que le robot ne va pas pouvoir franchir un certain nombre de barrières. Alors, ce qui m'amène à souligner aussi que l'avantage, par exemple, de notre dépôt légal, c'est qu'il permet de ne pas tenir compte des robots .txt qui sont inclus dans les sites qui disent on veut pas être archivé. Internet Archive doit les respecter. Ou a décidé de les respecter, ce qui lui évite quand même quelques problèmes en mettant tout en ligne. Et par exemple, le site du Monde est archivé par la BNF en vertu du dépôt légal, là où Internet Archive ne va pas l'archiver. Mais on a effectivement plein de sites qui ne peuvent pas être archivés, et c'est le problème aussi de Facebook, de toute une partie de Facebook. Et alors c'est très intéressant sur effectivement cette pérennité des données. Outre qu'en tant que chercheur, tout le monde n'est peut-être pas sur mon modèle, mais qu'effectivement, j'ai maintenant 2-3 disquettes qui contenaient des données de mon mémoire de maîtrise et tout, qui sont dans les limbes et dont... Voilà, ça veut dire effectivement une maintenance des données, mais il y a une vraie réflexion, effectivement, sur la manière de faire migrer les données, de les faire des questions d'émulation, etc., qui peuvent être prises en charge par une institution, là où le chercheur, effectivement, n'a pas de garantie de conserver ses fichiers et on en perd au fil des générations, ça va très vite, en effet. Ouais. Une dernière question.
Non, je ne sais pas quelle heure il est. Si je peux me permettre une dernière question concernant l'archivage des réseaux sociaux, auquel je m'intéresse beaucoup, par rapport à ce que fait l'INA ce que fait l'INA sur une approche très data plutôt que la BNF. Vous l'avez bien expliqué, à une approche, on va dire screenshot de Twitter. Moi, c'est la question de l'archivage de la conversation. Parce que sur Twitter ou sur d'autres espaces, par exemple sur Twitter, on archive sur un hashtag. Ça veut dire que tous les tweets qui comportent ce hashtag sera dans le robot et sera moissonné. Mais si une personne va répondre à un tweet contenant le hashtag musée, mais sans reprendre le hashtag musée, celui-ci ne sera pas dans la collecte. Il faut alors recréer la conversation pour avoir, on va dire, l'aspect conversationnel qui est l'objectif de Twitter, de Facebook et des réseaux sociaux. Et voilà, je me demandais sur les projets que vous avez en cours sur Twitter et avec l'INA, cette approche conversationnelle, parce que on rate énormément de tweets. Et l'autre question qui est liée, c'est à la reproduction de ces interfaces de recherche. Car si on prend ces tweets qui sont conversationnels, mais les uns dessus les autres, sans les remettre dans le contexte de la conversation, on perd une grosse plus-value. Alors, moi, je ne me suis pas intéressée spécialement à la conversation, mais ça me fait penser à autre chose. L'INA, au départ, n'avait pas mis les émoticônes. Il les avait, mais il les avait pas mis. Or, c'est pareil, c'est extrêmement intéressant, ça fait partie de Twitter, et notamment au moment des attentats, c'est particulièrement important de voir ces petits bonhommes en larmes ou autres qui donnent le ton de la conversation. Ils les ont rajoutés après. Alors la conversation, j'ai pas travaillé spécifiquement dessus, je serais tentée de dire, mais peut-être à tort, que c'est pas forcément gênant. Il n'y a pas beaucoup de conversations au moment du Bataclan notamment, hein, que j'ai pu se regarder, parce que c'est des suites d'informations, d'émotions, plus que de conversations. Mais effectivement, c'est un vrai enjeu aussi. Et là-dessus, il y a un enjeu à faire. De toute façon, on aura aussi des choses, je serais tentée de dire figées. Quelque chose à laquelle je n'avais pas pensé, heureusement je suis bon sang, mais c'est bien sûr, mais comme quoi parfois il faut un peu de temps. On va avoir le nombre de retweets d'un tweet au moment de son archivage. Ce qui est devenu ensuite ce tweet et sa popularité, combien de fois il a été retweeté, après son archivage, on ne saura pas. Donc, brusquement, mais tant qu'on ne l'a pas pensé, on peut s'amuser à gloser sur le nombre de retweets, jusqu'au moment où on se dit, mais mince, ça se trouve, il a été archivé très tôt par rapport à son apparition, et donc cette image peut être devenue extrêmement populaire, et je n'aurai pas la suite du destin, où je peux la retrouver par d'autres, parce que je vais le voir réapparaître plus loin, et voilà, il y a des tas de choses comme ça, effectivement, qui demandent à être pensées. L'aspect conversationnel, l'aspect retweet, et ce moment, cet instantané de l'archive et autres. Je pense qu'on a dépassé, il doit être 19h30, 25. Bon, une dernière question, une dernière question. Allez. Vous avez présenté un système d'archivage du web qui est extrêmement centralisé finalement, parce qu'il y a très très peu de plateformes qui le mettent en place. Et finalement, tout à l'heure, Madame parlait de la question de l'archivage des universités par elles-mêmes. Est-ce que la solution pour archiver plus, mais alors vous disiez que c'est pas forcément nécessaire, mais enfin, en tout cas, c'est mon avis que ça pourrait être intéressant. Ce serait pas d'avoir un archivage qui serait à la manière du peer-to-peer, décentralisé, chaque site pouvant être son propre archiveur. À l'exemple de Wikidata, Wikipédia, qui va enregistrer toutes les versions, toutes les éditions qui sont faites de ses propres pages. Et est-ce qu'il n'y a pas, dans cette optique, une sensibilisation à faire du côté des développeurs et du milieu des informaticiens sur, comme on l'a fait avec la question de l'accessibilité pour les personnes handicapées ou malvoyantes, sur cette question de l'archivage ? Alors c'est extrêmement intéressant. Alors il y a plein de choses en fait dans votre question. Il y a déjà l'esprit distribué qui est absolument celui de l'Archive Team. Quand il faut sauver GeoCities, etc., c'est la puissance des internautes pour collecter et tout le monde participe. L'idée du bottom-up
Elle est aussi un petit peu, bien plus modestement, mais du côté de la BNF ou de l'INA, quand à certains moments ils disent « remontez-nous », et notamment au moment des attentats, des sites, des URL qui vous paraissent intéressantes. Quand les archives britanniques disent « signalez-nous des sites qui ne seraient pas archivés et dont vous voudriez également qu'ils soient pris en compte ». Donc ça peut être signalé des ressources. Et par ailleurs, la BNF notamment a fait remonter à Archiveit, qui avait créé une collection Charlie Hebdo, toutes ces URL pour qu'ils puissent recollecter par ailleurs, parce que des États-Unis, savoir ce qu'on collecte en cas d'attentat en France, c'est pas évident non plus. Donc il peut y avoir des partages collaboratifs entre institutions, un appel à la bonne volonté des internautes pour remonter des sites, ou dans le cas extrême de l'Archive Team, pour mettre eux-mêmes en place leur archivage. Alors après, Wikipédia, c'est un cauchemar à archiver pour les institutions. Wikipédia a son propre archivage et effectivement est moins bien archivé qu'il ne le fait par la BNF. L'archivage de Wikipédia par lui-même a plusieurs motivations qui ne sont pas uniquement de créer une archive, mais de documenter aussi un processus participatif. La question, c'est combien de temps va durer Wikipédia? Et le jour où Wikipédia disparaît, qu'est-ce qui se passe? On peut imaginer que la BNF, en tant que... Enfin, c'est pas plus de pérennité, mais là, c'est vu confié de mission par le législateur et c'est une archive, on va dire, officielle et nationale. Wikipédia, le jour où il n'y a plus de maintien de ces archives, voilà, qu'est-ce qui se passe? La BNF comme l'INA garantissent quand même la pérennité, enfin pas la pérennité, mais aussi ont une mission de garantie. Alors ça peut pas être d'authenticité, mais de fiabilité, façon des instances qui certifient également l'archive, là où si chaque institution se met à archiver, on a aussi cette perte éventuellement de confiance. Mais après, c'est vraiment une possibilité aussi envisageable. Et quand l'INA récupère les ID de chercheurs qui ont eux-mêmes procédé à leur propre collecte pour recollecter, mais avaient besoin de ça, sinon c'était perdu, il fallait payer à Twitter, c'est effectivement aussi un partage d'archivage. Donc je pense qu'il y a vraiment aussi à avoir des réflexions là-dessus et que c'est vraiment des voies intéressantes qui se mettent doucement en place, mais qui pourraient gagner. Et que c'est un sujet en plus où vraiment il y a un biais d'expérimentation, de participation, parce que ça passionne réellement les gens et beaucoup seraient sûrement prêts à s'engager dans ces questions. Donc ça ouvre en tout cas une perspective intéressante. Et à mon avis, oui, à creuser. Je pense que le mot de la fin est tout trouvé. Je vous remercie beaucoup encore pour cette séance et merci à tous d'être venus. Merci. Merci à vous.